Troisième partie. L'homme d'État, 1934-1950. Chapitre 9. La formation du Front populaire, 1934-1936. C'est au moment même où la scission néo et la participation socialiste à la chute accélérée des ministères radicaux paraît condamner le socialisme français à une impasse politique totale, que les événements nationaux et internationaux vont lui donner l'occasion d'en sortir et permettre à Léon Blum de mettre en œuvre les principes qu'il défend avec obstination depuis 1920. Toutefois, force est de reconnaître que l'initiative de cette nouvelle conjoncture ne vient en aucune manière de ses rangs, mais de ceux de forces politiques dont il est l'adversaire ou le concurrent. Il s'agit d'une part des ligues d'extrême droite qui, se saisissant du scandale Stavisky, tentent d'en profiter pour ébranler la République parlementaire, perspective qui est aussi celle du Parti communiste, et d'autre part de l'action de ce même Parti communiste, qui, exécutant avec l'accord de l'Internationale une volte-face inattendue, se fait l'artisan d'un vaste rassemblement démocratique destiné à lutter contre le fascisme, débordant assez largement une SFIO vite décontenancée par ses audaces réformistes. Si les socialistes et Léon Blum le premier apparaissent finalement comme les bénéficiaires de ce bouleversement du paysage politique, ils ne le doivent en rien à leur positionnement de parti révolutionnaire représentant le prolétariat, mais à leur image de formation réformiste proposant dans le cadre du régime parlementaire des solutions nouvelles, peut-être propres à dénouer la crise française. L'ébranlement du paysage politique. L'affaire Stavisky et l'émeute du 6 février 1934. Un événement relativement mineur mais habilement exploité va, en ce début d'année 1934, provoquer un séisme de grande ampleur qui semble devoir ébranler l'édifice républicain, miné, il est vrai, par ses échecs devant la crise économique et une instabilité ministérielle chronique à laquelle, on l'a vu, Léon Blum et la SFIO ont largement contribué. L'événement, c'est la révélation fin décembre 1933 du scandale Stavisky, du nom d'un escroc maintes fois condamné et recherché par la police dans une affaire d'émission de faux bons de caisse par le Crédit municipal de Bayonne. L'affaire se corse en raison de la fréquentation par Stavisky d'hommes politiques proches du pouvoir et qui, par complicité ou par négligence, ont favorisé ces entreprises, comme le député-maire de Bayonne, Garat, le député de la Seine, Bonnor, qui a été l'avocat de Stavisky, ou le ministre des colonies, Albert Dalimier, qui, comme ancien ministre du Travail, a recommandé aux compagnies d'assurance les bons du Crédit municipal de Bayonne. À ce stade, le scandale est réel, mais plutôt d'ampleur moindre que ceux qui, depuis des décennies, ont marqué l'histoire française. Qu'il s'agisse au XIXe siècle du scandale de Panama, du krach de l'Union générale ou plus récemment de l'affaire de la Gazette du Franc, de l'Aéropostale ou de la Banque Oustric. Mais deux développements du scandale, et plus encore le contexte politique général, vont donner à l'affaire Stavisky un écho démesuré par rapport à son importance. Le premier est le suicide de l'escroc, le 8 janvier 1934, dans une villa de Chamonix, alors qu'il était sur le point d'être arrêté. Le second est la révélation des protections dont il a pu jouir, puisque son procès a été renvoyé 19 fois sans que le parquet, dirigé par le procureur Pressard, le propre beau-frère de Camille Chautemps, le président du Conseil radical qui gouverne depuis le 26 novembre 1933, juge bon de s'y opposer. Cette fois, tous les ingrédients d'un scandale politique de grande ampleur sont réunis. L'extrême droite et, au premier rang, les monarchistes de l'Action française possèdent les éléments nécessaires pour écrire le scénario d'un complot imaginaire aux effets ravageurs. Stavisky aurait été assassiné sur ordre de Chautemps pour éviter qu'il ne révèle ses liens avec les hommes de gouvernement et spécifiquement avec les radicaux qu'il aurait financés. Le 10 janvier, l'Action française titre « Camille Chautemps, chef d'une bande de voleurs et d'assassins ». À la Chambre, les députés d'extrême droite Jean Ibarnet-Garay et Philippe Henriot
exige une commission d'enquête parlementaire que Chautemps, conscient que ses adversaires cherchent à amplifier et à prolonger le plus longtemps possible l'effet du scandale, a la maladresse de refuser, accréditant l'idée qu'il cherche à protéger son beau-frère. Le coup de grâce lui est porté par la révélation que le garde des Sceaux, Rinaldi, est compromis dans un autre scandale politico-financier. Le 28 janvier 1934, le gouvernement Chautemps donne sa démission. Au cours de cette phase de l'affaire Stavisky, Léon Blum juge l'événement suffisamment grave pour interrompre la longue réflexion qu'il conduit dans le Populaire sur le plan de travail du Parti ouvrier belge et donner le 10 janvier son sentiment qui présente deux faces contrastées. La première est la dénonciation des turpitudes morales révélées par le scandale, la lâcheté des hommes et des services qui fuient leurs responsabilités, les fausses solidarités allant jusqu'à la complaisance, la complicité ou le crime, mais aussi l'exploitation intéressée du scandale au service de vengeance personnelle ou de représailles de parti, les calomnies et les insinuations. Toutefois, et en dernière analyse, il juge positive la révolte d'un sentiment collectif d'honneur, d'un besoin collectif de probité et de propreté. Celle qui exprime comme une intolérance physique du corps social devant le spectacle et l'odeur de la corruption étalée. Et de conclure, tout compte fait, l'aventure Stavisky, avec tous ses tenants et ses aboutissants, est un produit normal du régime que nous avons à caractériser comme tel. La révolte ou la colère de l'opinion sont des réflexes défensifs de la moralité humaine contre les absurdités ou les monstruosités engendrées par le régime social, et nous devons les encourager comme tels. Nous n'avons pas à nous confondre avec certains justiciers aussi corrompus que les coupables, nous avons à nous saisir de cette arme pour notre propre effort d'affranchissement, d'assainissement humain. Or, ce ne sont pas les socialistes qui vont se saisir de l'arme de l'affaire Stavisky pour dénoncer le capitalisme, mais la droite et l'extrême droite pour tenter une redistribution des cartes politiques. Dès le 9 janvier, l'Action française lance une série de manifestations de rue, s'efforçant de mobiliser les Parisiens contre le gouvernement au cri de « À bas les voleurs », qui vise le gouvernement et la majorité. Ils sont occasionnellement rejoints par le groupe fascisant de la Solidarité française, fondé et financé par le parfumeur François Coty, puis vers la fin du mois par les deux grandes ligues nationalistes, les Jeunesses patriotes, dirigées par Pierre Tétinger, conseiller municipal de Paris, et les Croix de Feu, présidées par un ancien officier d'état-major, le lieutenant-colonel Delarocque. À ce stade, les objectifs des manifestants sont assez vagues, et les mots d'ordre confus et contradictoires. Pour les uns, il s'agit d'ébranler et de déstabiliser une république qui paraît à bout de souffle, pour d'autres, d'obtenir une dissolution de la Chambre élue en 1932 et d'y ramener une majorité de droite. Pour les plus politiques, le modèle à imiter est celui de 1926, où, en pleine tempête financière, le gouvernement Herriot a dû démissionner et céder la place à un gouvernement d'union nationale présidé par Raymond Poincaré. C'est le scénario espéré de longue date par la droite et qui va prévaloir durant la journée du 6 février 1934. En effet, le 29 janvier 1934, le président Lebrun désigne pour succéder à Camille Chautemps son collègue de parti Édouard Daladier, dont le nom paraît s'imposer en fonction de sa réputation d'intégrité et d'énergie. Conscient du discrédit des partis politiques, il tente de former un cabinet de personnalités capable de redresser le pays et de rétablir l'autorité républicaine, mais appuyé sur la majorité de 1932. Aussi offre-t-il, à titre individuel, des portefeuilles à des socialistes comme Frossard, Albertin, Raymond Vidal, en même temps qu'il négocie avec les néos, Fraud et Marquet, et des hommes du centre. Léon Blum n'a pas même à intervenir pour empêcher une fois de plus la participation. Moins de 3 mois après l'exclusion des néos, les socialistes restés à la SFIO ne sont pas prêts à risquer à leur tour d'être chassés du parti en acceptant un portefeuille, fût-ce à titre individuel. Et la SFIO ne juge pas la situation suffisamment grave pour infléchir sa ligne traditionnelle.
C'est donc un gouvernement de concentration, formé de radicaux et d'hommes du centre que constitue finalement Daladier, le groupe socialiste de France, celui des néos conduit par Déat, s'étant finalement récusé. À peine formé, le cabinet subit une première épreuve. À la lecture de rapports administratifs révélant que le préfet de police de Paris, Jean Chiappe, a arrêté des rapports révélant les escroqueries de Stavisky, Daladier décide, le 2 février, non de le révoquer, mais de le muter, et il lui propose le lendemain la résidence générale au Maroc, se heurtant de sa part à un refus déterminé. Cet épisode relance la crise politique. Le préfet Chiappe est en effet fort populaire dans les milieux de droite et d'extrême droite, qui apprécient sa bienveillance envers les manifestations des ligues, contrastant avec l'énergie farouche dont il fait preuve pour réprimer les manifestations communistes. Aussi la gauche se félicite-t-elle de son départ de la préfecture de police, cependant que la droite y voit une concession faite aux socialistes par le nouveau président du Conseil pour obtenir leur suffrage. Interprétation confortée par la lettre publique de démission adressée par Chiappe à Daladier et qui sonne comme un défi au chef du gouvernement. Conséquence immédiate de l'affaire Chiappe, les ministres modérés, à peine nommés, donnent leur démission, rétrécissant encore la base parlementaire du gouvernement. Et surtout, le limogeage de Chiappe va favoriser la fédération de toutes les forces hostiles au gouvernement, à l'intérieur comme à l'extérieur du Parlement.